Bonjour Marlène Jobert. Bonjour. Comédienne, mythique, vous avez tourné avec les plus grands. Aujourd'hui, vous êtes une conteuse, conteuse de nos vies, conteuse pour les enfants. Voici un nouveau conte qui s'appelle Le monstre de Pabokulo, qui est publié chez Glénat. Ça se passe en Afrique et c'est une nouvelle histoire qui vient de votre imaginaire. Oui, complètement. Comme toujours, dans ce que j'écris. Oui, alors ça se passe en Afrique. C'est une histoire entre deux villages. Un que j'ai appelé Pabokulo parce qu'il y pleut pas beaucoup. Oui. Et l'autre qu'on est bien là parce qu'il existe une coutume dans ce village. Tous les jeunes garçons à l'âge de 16 ans doivent quitter absolument la case de leurs parents et aller visiter le monde pour s'instruire, se cultiver et rapporter un maximum d'informations. Devenir des hommes, quoi, en gros, c'est ça? Devenir des hommes. C'est un voyage initiatique un peu. Et quand ils reviennent, eh bien, ils transmettent tout ce qu'ils ont appris. Ça peut être aussi bien comment mieux se soigner, comment mieux se nourrir, comment mieux travailler et se distraire même. Oui. Et il va découvrir un village dans lequel on ne peut pas boire. Oui. Parce qu'il y a quelque chose. Un monstre qui occupe la seule mare d'eau potable et ils ne peuvent plus boire et ils sont en train de mourir les uns après les autres. C'est une sorte de crocodile énorme. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est un monstre en tous les cas. Et il va arriver à sauver ce village parce que c'est un petit jeune homme plein de courage et il y a aussi l'histoire d'une jeune fille qui, alors elle accepte de se sacrifier. Oui. Pour son village. Alors, on ne racontera bien sûr pas la fin, Marlène, c'est le principe des contes. Mais ça se termine bien. Oui, ça se termine parce qu'il y a de l'amour aussi, peut-être. Bien sûr. Ça se termine avec l'amour. Bien sûr. Mais les enfants ont besoin de frémir, de rire. Et quand ils ont eu peur, il faut absolument que ça se termine bien, parce qu'ils ont besoin d'être réconfortés et d'être rassurés. Oui, il y a les valeurs de courage, de sacrifice. Oui. C'est ça aussi qui est important, de dire aux enfants. Et puis aussi, ce que j'ai voulu avec ce conte, c'est leur donner un petit aperçu de ce qui se passe là-bas, dans ces pays lointains qu'ils ne connaissent pas aussi peu, ou ce qu'ils croient connaître. Oui, vous avez connu Madagascar, vous avez dans votre enfance, vous êtes né en Algérie. Je connais bien l'Afrique, finalement, je connais pas mal de pays d'Afrique. J'aime beaucoup ce Ça vous inspire dans continent. vos histoires? Oui, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire, mais il y a de quoi, il y a de quoi dire. Oui, parce qu'il y a finalement des valeurs humaines derrière tout ça, que tout le monde peut partager, que tous les enfants du monde peuvent comprendre. C'est naturel, c'est la moindre des choses de se comporter en être humain, là-bas. Oui, et je veux dire que votre carrière de conteuse est exceptionnelle. Des millions de livres vendus dans le monde depuis que vous avez entamé cette deuxième carrière. C'était complètement inattendu pour vous. Ah oui, je peux vous jurer que je ne m'y attendais pas. Mais je me donne beaucoup de mal. Je le fais très très sérieusement. Je mets en scène, je dirige un petit peu tout, aussi bien les illustrations d'ailleurs, qui sont remarquables pour Pabokulo. Oui. Élodie Bilandras est une jeune illustratrice de grand talent. Et il y a un CD où vous racontez évidemment avec votre voix. Bien sûr. Vous êtes toujours comédienne quelque part. Ben tiens, je continue. Hein? C'est ça? Ça ne vous quitte jamais? Non, mais je me sers de ce que je sais faire. Oui. Vous aviez publié un livre souvenir qui vient de sortir, un livre de poche, s'appelle Les baisers du soleil. On redira pourquoi d'ailleurs Les baisers du soleil. Vous avez raconté votre propre enfance, Marlène Jobert, qui n'a pas été une enfance facile. Non. Vous voyez, on se dit, écrire des contes aujourd'hui, c'est quoi par rapport à cette enfance que vous avez eue? Ben, on ne m'a jamais raconté de contes. Je ne savais pas ce que c'était. C'est vrai que même quand j'étais enceinte, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de pédopsychiatres et tous s'accordaient à dire à quel point le conte était très important dans le développement de l'enfant. C'est comme un médicament, disons, un vitamine de belle croissance. Et bon, j'ai en effet lu beaucoup de contes à mes filles jusqu'au jour où j'en ai inventé moi-même. Oui, mais c'est une façon de dire que ce que je disais, votre enfance n'a pas été facile, mais même c'était terrible. Vous racontez comment votre père était violent, souvent avec vous. Oui, mon père croyait bien faire. Hein. Lui-même a été vraiment pas très bien. Il a eu une enfance aussi très malheureuse. Et donc il a cru bien faire. Il a cru que c'était comme ça qu'il fallait élever l'aîné de ses enfants, en tous les cas. Un jour, il découvre vos lettres d'amour et puis il vous tombe dessus. Ah oui. Mais oui, à l'époque, c'est comme ça qu'on élevait ses enfants. Hein. C'était un peu à la dure. En plus, il était militaire, donc il avait une certaine rigidité, mais en même temps, c'était un être sensible.
C'est un peu grâce à lui si je fais ce métier, parce il a compris que c'était une passion, une réelle passion. Et je l'ai épaté 2 ou 3 fois comme ça. Oui, parce que c'était inattendu, parce que votre maman aussi avait les stigmates de propre violence qu'elle avait pu avoir dans son enfance. Elle aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Par contre, mes filles, on ne peut pas dire qu'au contraire, j'ai peut-être été un peu trop permissive pour compenser. Oui, c'est évidemment Eva et Joy, oui. vos enfants, hein, qu'on connaît bien. On vous appelle d'ailleurs Eva Green Mothers dans le monde, c'est vrai ça? Eva Green's Mother, oui, parce que pour les Américains et les Anglais, je ne suis que la maman d'Eva Green. Je me contente de cela avec bonheur. Mais une maman qui est fière, et pourtant, vous dites elle est très timide, réservée. Oui, non, elle est... Vraiment, je suis très étonnée qu'elle puisse faire ce métier si bien, parce que elle est le contraire de ce qu'on voit à l'écran, vous voyez? Oui. Un jour, vous allez vous retrouver... alors, vous faites les Beaux-Arts, et puis finalement, vous allez même monter, faire un bout de sketch avec Achille Zavata. Vous en faites des choses, enfants. Hein. Et puis, un jour, vous allez déclamer du Prévert devant une scène militaire. Oui. Vous vous souvenez de ce que c'était Non, je ne m'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Un texte de Jacques Prévert. Et là, finalement, votre père vous encourage, quelque part. Oui. Mais je crois que mon père, finalement, il aurait bien aimé faire quelque chose d'artistique. Et il aimait bien, comme il disait, faire le couillon. Et il aimait bien faire l'imbécile pour nous faire rire. Et je pense que je décide de faire ce métier est quelque chose qui lui a fait plaisir. Oui, et puis ça va être très rapidement le théâtre. Oui. Alors il y a une expérience malheureuse avec Yves Montand que vous admiriez pourtant. Vous jouez des clowns par milliers. Ça se passe pas très bien avec lui. Il était très dur, très difficile, très dur. Et bon, il y a eu des petites choses qui ont été un petit peu choquantes et qui m'ont un peu bouleversée. J'étais tellement jeune, j'avais 22 ans, 23 ans. On est encore un bébé presque à cet âge-là. Donc j'étais un petit peu traumatisée. C'est vrai qu'il n'a pas été complètement bien avec moi. Non mais goujat, on peut dire le mot quand même. Oui, je le raconte dans mon livre. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu que Montand dans toute ma carrière. Il y a eu des êtres exceptionnels que j'ai adorés et qui ont été très importants pour moi. Alors, il y en a un, c'est Claude Berry. Mais là, c'est une relation sentimentale à vos tout débuts. Oui, Claude Berry. Alors, c'était vraiment une histoire d'amour importante, une histoire d'amour qui a duré 2 ans. J'ai eu un accident de voiture avec lui, ça marque à tout point de vue. C'est-à-dire que vous avez même une cicatrice qu'il fallait cacher. 13 cm quand même. Surtout quand on débute cette carrière, c'est un peu difficile. J'ai eu 2 années un peu pénibles. Oui, et puis alors, vous allez vous retrouver avec Jean-Luc Godard. Alors ça, quand même, tourner avec Jean-Luc Godard au début, c'est pas une expérience évidente. Hein. C'est-à-dire qu'on est plein d'illusions. On n'imagine pas ça. On imagine qu'il va y avoir des relations absolument très belles entre les acteurs et les metteurs en scène, des échanges, des partages, Et puis c'était pas du tout ça avec Jean-Luc. Alors j'étais un peu surprise. Je pense que c'est parce que c'était la première fois et que je me faisais des illusions. Oui, alors vous en dites pas du bien, puis un jour vous croisez Michel Simon qui vous dit, avec sa voix j'imagine, vous avez bien eu raison d'en dire du mal. Ah, la petite Jobert, viens que je t'embrasse. Tu es la seule à avoir osé dire du mal de Godard. Alors, ça c'est anecdotique, mais on vous en parle à chaque fois. Vous partagez, je sais pas, buvez un verre avec Giscard d'Estaing, et de toujours, on va vous redire que vous avez une relation avec Giscard d'Estaing, au point qu'on pense d'ailleurs qu'il est le père de vos 2 jumelles. Hein. Oui, un journal imbécile qui a titré ça, oui, bon, c'est pas important. Oui, c'est pas important, mais Louis Malle, ça compte. Voilà. Oui, c'est incroyable les réalisateurs avec lesquels vous tournez. Oui, j'en ai tourné beaucoup, et des grands, et des bons, des êtres exceptionnels. Oui, et Yves Robert. Alors c'est merveilleux, évidemment, Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret. Et alors là, vous avez ce personnage, vous inventez ce personnage avec la petite frimousse et ces fameux baisers du soleil sur votre visage. Oui, cette autobiographie que j'ai écrite moi-même de mes petites mains, je l'ai appelée Les baisers du soleil parce que mes taches de rousseur qui ont été des complexes. J'ai été complexée quand j'étais jeune. Et un jour,
un petit amoureux. m'a surprise, il hein? s'appelait François, il m'a surprise sans fond de teint, parce que je me mettais plein de fond de teint pour les cacher. Et il m'a dit, mais c'est très joli, pourquoi tu les caches? C'est comme si le soleil t'avait fait des baisers, et t'avais fait des petites brûlures, un jour que tu le regardais à travers une passoire. Ah, j'avais trouvé ça tellement joli, les baisers du soleil, moi qui les détestais. Oui. Mais vous qui n'aviez pas confiance en vous. Ah non. Vous l'avez dit, j'ai mais pas c'est confiance. toujours, hein, Oui. je suis toujours là. Hein. Je ne suis pas complètement confiante, Oui. toujours. Mais vous racontez une scène de vos premiers amours où vous êtes toute nue sous la pluie avec un petit amoureux enfant. Et là, on a l'impression que c'est un moment de vrai bonheur, rare dans votre enfance. Oui. Ce que je raconte là, j'étais déjà adulte, cette pluie diluvienne, un soir d'été sous une canicule épouvantable, ce qui est absolument rare en Normandie. Et ce moment d'extase exceptionnel, sous cette pluie, cette chaleur, la terre qui fumait presque comme en Afrique, et cette pluie qui tambourinait sur le sol comme des applaudissements. Vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie qui vous marquent et dont on se souvient toujours. Oui. C'était un joli moment. Des moments de bonheur. Alors, moment de bonheur avec Michel Audiard, vous retrouvez Bernard Blier, vous retrouvez toute la bande. Hein, et donc, vous vous dites qu'il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Hein? Oui. La folie d'Audiard. Et puis, ces personnages incroyables, avec André Pousse, avec tout ça. Comment ça se passait avec cette bande-là? Écoutez, c'était pour moi du bonheur parce que je tournais à l'époque avec Audiard à Menton et je jouais à Paris au théâtre Black Comedy avec Jean-Pierre Cassel, mis en scène par Raymond Jérôme. Et je ne sais pas si vous imaginez la vie que j'avais, parce que j'avais une trouille chaque soir de rater mon entrée en scène avec des embouteillages. Quelle angoisse, mais quelle angoisse! Et puis, bon, heureusement, ce tournage était très ludique, c'était très agréable de tourner. Michel Audiard, sur un plateau, se régalait, il était heureux. Et alors, Bernard Blier, pour lui, c'était une cour de récréation. Il s'amusait, d'ailleurs on le voit dans le film, à quel point il jubile à jouer ce genre de personnage complètement frappadingue. Et vous êtes un personnage qui aime les hommes et qui aime les sous et qui aime les hommes qui ont des sous. Ah oui, c'est un personnage cupide, hein, un personnage pas très... Bon, mais ça m'a amusé de le jouer. Alors, tant de souvenirs que vous racontez, Marlène Jobert, Le Passager de la pluie, vous rencontrez Charles Bronson, qui ne parle pas beaucoup, hein? Pas du tout. Hein? D'abord, il ne parlait pas le français. Et puis même, je pense que l'anglais, s'il avait pu le parler, c'est quelqu'un d'assez silencieux. Hein? Oui. Il observe, il regarde avec son sourire de chat, comme ça. Mais il n'en perd pas une, hein, mais il ne parle pas. Puis il va y avoir l'Astragale, Dernier domicile connu. Là, c'est la rencontre à José Giovanni et surtout Lino Ventura. C'est pareil, vous ne parlez pas à Lino Ventura parce qu'il vous reproche d'avoir voulu modifier le scénario. Puis il va y avoir des réconciliations émouvantes. 10 ans, 15 ans plus tard, je le rencontre sur les Champs-Élysées, il me tombe dans les bras. J'ai cru qu'il s'était trompé de personne parce que notre relation n'avait pas été très belle. Non, c'était bien moi, mais non seulement il l'avait oublié, mais il avait compris pourquoi. Et pourquoi... il n'avait pas compris pourquoi. Il avait compris que j'ai pu être blessée, humiliée. Et c'est vrai que je suis très timide, alors au lieu de m'exprimer et d'avoir... Et lui aussi, hein, il était un peu timide, surtout avec les femmes. Donc on ne s'est pas expliqué. Et puis il ne m'a pas adressé la parole pendant tout le film. Ça ne se voit pas, hein. Non. On était de très bons acteurs. C'est ça. Fallait savoir jouer, hein. Regardez ça. Ça vous rappelle les des mariés souvenirs, de l'an 2. Les mariés de l'an 2. Alors, pareil, pas non plus des souvenirs incroyables de tournage avec Bébel pendant ce tournage. Non, ça n'a pas été mal. C'est-à-dire que lui, il était très préoccupé par sa vie sentimentale qui était un peu compliquée. Alors donc, je ne le voyais pas en dehors des heures de tournage. Et sur le tournage, c'était un gai luron qui
qui perdait pas une occasion de nous faire rire et de faire des farces. Non, Oui. non, ça s'est pas mal passé. Mais vous le retrouvez récemment, après son accident, et c'est très émouvant sur une scène, tous les deux, de vous retrouver ensemble. 40 ans plus tard, je le retrouve. Évidemment, il a des gros soucis de santé, hein, il est handicapé, tout le côté droit. Et ça m'a fait mal, bien sûr, c'est normal. Et j'étais en même temps émue et malheureuse. Malheureuse, émue, et le public était tellement content de le voir, de le retrouver avec son sourire. C'était un moment aussi très, très fort. Oui, vous tournez avec Kirk Douglas, qui vient de fêter ses 100 ans. Alors, il vous parle de ses petites fesses. Non, c'est moi qui lui parle. Je lui dis c'est fou, cette fossette que tu as là, c'est comme une mini paire de fesses. Ça l'avait fait beaucoup rire. Et puis il m'avait dit aussi une autre fois mes mini fesses, darling, portent bonheur à toutes les jolies femmes qui les embrassent. Ça lui a porté bonheur à 100 ans. Il avait la répartie facile. Ouais. Il y a des castings incroyables. Vous allez tourner avec Chabrol, dans le même film, hein, Anthony Perkins, Orson Welles, Piccoli. Pour la décade prodigieuse, oui. Ouais. C'est fou de se retrouver comme ça, de vous retrouver comme ça au milieu de tous ces monstres sacrés. Ah oui, mais j'ai accepté le film pour cette distribution. Parce que j'étais pas folle, franchement, du scénario. Mais je me dis quand même, si Wells, Piccoli, Perkins ont trouvé ça bien, c'est que moi, je sais pas lire. Oui. Et j'ai accepté parce que je voulais pas le faire. J'avais fait 5 films en 14 mois, c'est beaucoup. Et alors, je voulais pas le faire. Et puis bon, je me suis un petit peu forcée parce que cette distribution est Chabrol. Je pouvais pas dire non. Oui. Mais il va vous dire un jour pourquoi il vous a engagé, hein. Oui. Ouais, un jour, il me fait un truc. Peut-être qu'il avait un peu picolé. Et donc, un soir, après un verre comme ça, ah oui, c'était pour son anniversaire. Il avait fait un dîner pour tout le monde. Il était gai. Et il dit à Wells, tu sais pourquoi je l'ai engagée, cette petite-là? Parce que tous les films qu'elle fait sont des succès. Moi, j'ai cru qu'il m'avait engagée parce que j'étais une bonne actrice. Ben non, c'était pas ça. Sur le coup, ça m'a pas fait très plaisir. Mais Piala, il vous a engagé parce que vous êtes une formidable actrice. Donc ce film inoubliable avec Jean-Yann, nous ne verrons pas ensemble. Et Piala, alors encore un sacré caractère, hein. Ah, Piala, c'est un personnage. C'est un personnage inquiétant, qui fait peur, agaçant, irritant et en même temps attendrissant. Ouais. D'abord, on lui pardonne beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup de talent. Hein. On pardonne beaucoup de choses aux gens qui ont du talent. Et un que vous avez tant aimé, c'est Sergio Leone, immense metteur en scène. Oui, Sergio avec qui Leone. vous passez une soirée de folie à Rome. Sergio était le producteur d'un film que j'ai tourné en Italie qui s'appelle Il Giocattolo avec Nino Manfredi. Et je me souviens qu'un jour, un soir, à la fin du tournage, il me dit, au début du tournage, il me dit « Marlène, tu connais Rome ?» J'ai dit ben, « Pas beaucoup, on vient d'arriver, le journal commence. » Je ne sais pas si je vais arriver à l'imiter avec son accent italien. Il me dit « Écoute, pas les plus beaux, ni les plus... qu'est-ce qu'il m'avait dit pas le plus beau, mais le plus amorato de Rome, il t'emmène le visiter. Qu'est-ce que tu dis? Toi, Sergio, tout de suite, ils m'ont emmené visiter Rome. C'était un moment extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Parce qu'il connaît Rome mieux que sa poche. C'est sa ville. C'était sa ville. Oui, jusque dans la nuit, jusqu'à avoir très froid, mais pas pouvoir lui dire. Hein. Ah ben, moi, j'étais trop heureux. Il m'a raconté, il était une fois à l'Amérique, scène par scène. Ah, pour moi, toute seule, Piazza Navone, en mangeant une glace. Il a commencé à 5h30 du soir et il a terminé à 9h, scène par scène. Mais au mois d'avril, à Rome, entre 5h du soir et 9h,
la température chute de 10 degrés. Et Il moi, n'arrivait pas à vous réchauffer, Sergio. J'étais en petite robe, j'étais gelée, mais je n'osais pas le lui dire. Je me suis dit, c'est pas possible, je vis un moment extraordinaire pour moi toute seule. Il me raconte son prochain film. Et je vais lui dire, écoute, là, ça suffit parce que j'en peux plus. Non, je pouvais pas. Alors, il y aura L'amour nu, vous jouez un rôle extraordinaire d'une femme atteinte d'un cancer. Il y aura plein de films. Et puis un jour, vous décidez d'arrêter le cinéma. Est-ce que c'est parce que, et vous le racontez dans ce livre, vous avez vu Annie Girardot, comment ce métier pouvait être cruel aussi? Non, je crois que pas mal de facteurs sont arrivés ensemble pour me persuader, enfin m'encourager à abandonner ce métier. D'abord, on me proposait de moins en moins de rôles qui me plaisaient. Ensuite de ça, j'ai découvert l'écriture, le plaisir de l'écriture, le plaisir du conte, l'art du conte. Et puis aussi, ça me permettait de rester à la maison pour surveiller la petite enfance de mes filles. Et je crois que c'est l'argument le plus convaincant pour une femme. Oui, mais quand vous vous dites aujourd'hui que vous êtes resté dans le cœur des gens, qu'on vous reparle toujours de tous ces films, du sexe symbole que vous avez incarné. Oui, j'étais mignonne, mais sexe symbole, je sais pas. Oui, c'est ce que dit Dominique Besnéard, votre plus grand ami. Hein. Oui, oui. Vous trouvez sexe symbole? Ah oui, lui, oui. Oh, il y en a eu quelques-uns qui m'ont trouvé pas trop mal à une certaine époque. Oui, mais vous les aimez aujourd'hui, hein, vos baisers du soleil. Tout le monde les aime, vos petites taches de rousseur. Oui, c'était pas trop la mode et ça l'est devenu un peu, peut-être un peu grâce à moi. Oui, vous restez ce personnage finalement, heureux de rencontres, de découvertes toujours. Ah oui, je suis très curieuse. J'ai un tempérament assez curieux et je suis toujours assoiffée de nouvelles têtes, de nouvelles connaissances, de nouveautés. Oui, et quand vous voyez le regard d'un enfant qui s'allume, c'est clair, en écoutant l'un de vos contes, parce que là, dans cela, il y a le CD que vous racontez. Qu'est-ce que vous ressentez, Marlène Jobert? C'est les lettres que je reçois qui me font plaisir, qui me font du bien. Par exemple, j'ai écrit des contes pour faire découvrir les grands compositeurs classiques à travers un conte fantastique que j'ai imaginé. Et quand je reçois des lettres de grand-mère ou de maman qui me disent « Grâce à vous, ma fille s'est remise au piano. Grâce à vous, mon petit-fils a demandé un violon pour Noël. » Grâce à vous, mon fils a appris la lecture et sait lire. Je me suis dit, non, c'est pas possible, grâce à moi, j'ai réussi ça, moi. Vous avez donné ce bonheur qu'on vous avait refusé? Peut-être, c'était pas un calcul, mais c'est vrai que transmettre, c'est très jouissif. Surtout quand ce sont de jolies choses, comme la musique classique que je distille en petits extraits courts, facilement mémorisables, parce que je sais bien que cette tranche d'âge ne peut pas rester concentrée longtemps. C'est formidable. Oui. C'est formidable. C'est un vrai travail. C'est-à-dire que vous êtes restée une enfant quelque part? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous n'avez pas grandi ou voulu grandir? Je raconte les contes que j'aimerais écouter si j'étais encore enfant. Et je me mets bien à la place des enfants, mais finalement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les enfants, ils sont comme nous. Ils ont besoin des mêmes plaisirs. Ils ont besoin de découvrir, de frémir, de rire, d'être inquiets, d'être assurés. Et je pense que nous, on est comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une histoire. Quand on va au cinéma, on veut d'abord une histoire. Une histoire. Vous voulez être et rester une enfant. Toujours, toujours, toujours. Oui, je crois que c'est pas mal. Si je vais peut-être essayer de rester encore un peu comme ça. Merci beaucoup. C'est Marlène Jobert, Le monstre de Pabokulo, qui est publié chez Glénat, et puis vos souvenirs, Les baisers du soleil, qui donc ressort en livre de poche. On était ravis, Marlène, de vous recevoir. Mais moi aussi, vous savez.